On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Patricia Leboyer. Bonjour Patricia. Bonjour. Et Anne Corpet, bonjour Anne. Bonjour Raphaël. Au sommaire, 2 Français condamnés à de lourdes peines d'au moins 17 ans, annonce du média officiel iranien. Paris s'inquiète du sort de Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris emprisonnés, les 2 derniers détenus français officiellement en Iran. Téhéran qui pourrait être tenté de les échanger contre une Iranienne incarcérée ici en France. Et puis à Madagascar, le président Njrat Zoel destitué. L'armée, elle assure avoir pris le pouvoir au terme d'une nouvelle folle journée. C'est tout de suite, on va plus loin. Faut-il s'inquiéter encore davantage du sort de Cécile Kohler et Jacques Paris, les 2 Français détenus en Iran depuis plus de 3 ans? Le doute est permis après les dernières informations venues de Téhéran où une cour de justice aurait condamné à de lourdes peines 2 ressortissants français. On n'en sait pas plus, du moins pas officiellement. Mais Siavash Galzi, quels sont les éléments et les hypothèses possibles vues de Téhéran où vous vous trouvez pour France 24? L'information qui a été donnée par l'agence de presse Mizan, qui dépend de la justice iranienne, ne donne pas de nom. Donc l'agence parle simplement de 2 ressortissants français qui ont été condamnés à de très lourdes peines de prison, 31 ans pour l'un et 32 ans pour l'autre. Et même si la date de l'arrestation de ces 2 ressortissants donnée par l'agence Mizan ne correspond pas à la date de l'arrestation de Cécile Kohler et Jacques Paris, on peut penser qu'il s'agit bien de ces 2 Français dont on parle. Alors, ils ont été condamnés à 5 ans de prison chacun pour action contre la cité nationale iranienne, à 6 ans et 10 ans de prison pour collaboration avec les services de renseignement français, et ensuite à 17 et 20 ans pour collaboration avec le Mossad israélien ou les services de renseignement israéliens. Donc des peines très lourdes. En Iran, il n'y a pas de cumul donc d'emprisonnement, et donc c'est la dernière, c'est la plus lourde peine qui est donc mise en application en principe. Donc il s'agit certainement de ces 2 Français qui ont été donc condamnés parce qu'il n'y a pas d'autres Français détenus dans la prison iranienne. Cela peut préparer à une éventuelle libération. Depuis plusieurs semaines, le ministre iranien des Affaires étrangères et son porte-parole ont évoqué des discussions avec la France pour un échange de prisonniers, la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris contre la libération de Martiez Sandiari, qui est détenu en France depuis plusieurs mois pour donc ses écrits. Elle est accusée de soutenir des groupes terroristes et donc a été arrêtée il y a plusieurs mois en France. Donc ces peines prononcées contre ces 2 Français peuvent préparer un possible échange de prisonniers entre l'Iran et la France, et donc la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris. Dans la plupart des cas d'étrangers qui ont été échangés avec des prisonniers iraniens, par exemple détenus en France ou dans d'autres pays, les États-Unis notamment, ou l'Australie, il y a toujours le respect de cette forme, si je peux l'appeler ainsi. Il y a toujours des condamnations avant donc un échange de prisonniers. Cela donc peut être le cas pour Cécile Kohler et Jacques Paris. D'autant plus que l'agence Mizan précise que, en fait, les 2 Français donc qui ont été condamnés par le tribunal de première instance peuvent faire appel, non pas devant un tribunal d'appel, mais devant la Cour suprême iranienne, qui a le dernier mot sur pour confirmer donc les peines d'emprisonnement, notamment pour les étrangers. Merci Siavash Galzi. Possibilité d'appel sous 20 jours. Quand on dit 2 Français condamnés pour espionnage en Iran, on pense donc forcément à l'enseignante Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris, les derniers Français encore détenus en Iran, du moins selon les sources officielles. Leur portrait par Alexandra Carini en images. Professeure de français en région parisienne, Cécile Kohler voulait découvrir l'Iran. Un rêve devenu réalité en 2022, avant de rapidement tourner au cauchemar. Avec son compagnon Jacques Paris, professeur de mathématiques à la retraite, ils entament la visite du pays et envoient régulièrement des photos de leur voyage à leur famille jusqu'au 7 mai, date théorique de leur retour. Ce jour-là, comme le montre cette vidéo diffusée par la télévision d'État iranienne,
Ils se sont bien rendus à l'aéroport, mais sont arrêtés par la police qui les accuse d'espionnage. Les autorités iraniennes mettront plus de 6 mois à donner des informations sur leur sort et sur leur lieu de détention, la tristement célèbre prison d'Evin, un lieu connu pour sa cruauté, où ils sont détenus séparément et maintenus à l'isolement. Ils sont toujours détenus dans cette section de haute sécurité, la section 209, toujours sans meubles, à dormir à même le sol, à ne pouvoir voir la lumière du jour que 3 fois par semaine pendant une demi-heure dans une cour. Voilà, des cellules éclairées 24 heures sur 24 à la lumière artificielle, toujours pas droit à un avocat indépendant, toujours très peu de contact avec leur ambassade et ces contacts très surveillés qu'ils ont avec nous très aléatoirement. La sœur de Cécile Collaert, comme les autorités françaises, dénonce des détentions arbitraires. Les prétendus aveux, filmés puis diffusés sur la télévision iranienne, ont également été dénoncés et qualifiés de mise en scène indigne, contraire au droit international. Mais l'Iran a toujours maintenu sa version et inculpé en juillet dernier les 2 Français pour espionnage, complot et corruption, des chefs d'accusation passibles de la peine de mort. Une sentence à laquelle ils ont donc échappé s'ils sont bien les 2 Français condamnés pour espionnage mentionnés par la presse iranienne. Le ministère français des Affaires étrangères se refuse pour le moment à tout commentaire. Patricia Lémonière, faut-il prendre au sérieux ces condamnations ou s'agit-il pour Téhéran, comme vient de nous le dire Siavosh Ghazi, de poser les bases de négociations avec Paris ? Alors les bases de négociation, souvenez-vous, le président français qui avait même répondu à une interview que vous aviez faite dans le cadre de l'Assemblée des Nations Unies à New York, avait parlé de cette possibilité, de son espoir, et le ministre des Affaires étrangères aussi en avait parlé de cet espoir, et le ministre des Affaires étrangères iranien aussi en avait parlé. Donc ça fait depuis début septembre que toute cette histoire de libération est en cours. Alors, qu'est-ce qui peut nous donner un peu d'espoir malgré ce durcissement ? C'est le fait qu'ils ont été condamnés. Parce qu'effectivement, les libérations arrivent souvent en Iran, les échanges avec les pays étrangers. Il y en a eu récemment avec la Suède, avec la Belgique, etc., avec l'Italie, etc., arrivent souvent après une condamnation. Donc, gardons un certain espoir, mais, tout ça se situe dans un contexte de durcissement extrême du régime iranien vis-à-vis des pays européens, dont la France, sur la question de l'enrichissement et du nucléaire. L'Iran a adopté une position très dure, elle l'a répété encore hier, plus question de négocier avec les Européens. Sachez que la France a la position la plus dure, pratiquement parmi les Européens. Tout ça dans un contexte où, effectivement, Donald Trump, lui, par contre, se montre généreux et prêt à négocier un accord. Donc, les Européens sont mis de côté. Donc, il y a le pour et le contre. Et c'est un échange dont le cadre d'un potentiel échange a été posé, parce qu'il faut parler de cette Iranienne qui est détenue en France. Il s'agit d'une femme. L'enquête à son sujet a été close la semaine dernière. Et donc la date de son procès a été annoncée la semaine dernière. Ce sera en janvier prochain. Interpellée à Lyon. Hein, Voilà, et elle à Villeurbanne, en janvier dernier. Proximité Lyon. Le procès aura lieu du 13 au 16 janvier prochain. Elle est inculpée pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux des appels au terrorisme, des injures publiques à caractère racial, et aussi pour association de malfaiteurs. Et tout ça, chacune de ces inculpations est passible de 7 ans de prison. Et depuis le début, depuis son arrestation, Téhéran lie son sort très, très publiquement à celui de Cécile Collaert et Jacques Paris. Des otages, en général. Disons que le fait que les peines ont été annoncées aujourd'hui, quelques jours après que la date du procès de cette Iranienne a été annoncée, n'est sûrement pas non plus une coïncidence. Déjà, 5 Français relâchés entre 2023 et 2025, pas plus tard que la semaine dernière. Un franco-allemand, Lennart Monterlos, qui avait été arrêté en juin, accusé d'espionnage, a été acquitté. Il a pu regagner la France en l'espace de 3 mois. Alors, pourquoi Cécile Collaert et Jacques Paris, eux, sont toujours détenus ?
Alors, d'abord, il a regagné la France, ce jeune, oui. Je réponds, parce qu'il y a eu quelque chose qui est un peu passé inaperçu. Vous savez que Paris avait posé, en somme, une demande, une requête, au mois de mai, à la Cour internationale de justice contre l'Iran. Et la France pose cette requête en mai, et magie, en septembre, la Cour annonce que la France retire sa requête, après une conversation entre le président français et le président iranien à l'ONU. Alors, vous voyez, il y a eu des gestes. Est-ce que la libération du jeune est suite à ça ? Avec l'Iran, ce sont des grands diplomates, ce sont, je crois, les meilleurs diplomates qui puissent exister en la matière sur le plan européen. Ils savent faire et nous, parfois, on est un peu des enfants de cœur par rapport à eux. Donc, il faut un peu, chaque fois, avoir beaucoup de pincettes quand on analyse les contextes. Mais je dis cette information sur la Cour internationale de justice parce que c'était important, parce que l'Iran est très sensible aux questions de justice. Et à mettre les formes. Et à mettre les formes. On l'a bien compris. Donc ça, c'était quelque chose, un geste que l'on a fait envers eux. Donc le jeune dont vous venez de parler, franco-allemand, est libéré dans la foulée. Donc là, peut-être, cette condamnation et effectivement, on aura peut-être une autre bonne nouvelle bientôt. Mais pour l'instant, pour la famille, c'est dur ce qui est annoncé aujourd'hui. Corée a gagné. L'Iran, Anne Corpet, a procédé à un échange de détenus, hormis évidemment récupérer bien sûr leur citoyenne iranienne, mais qu'aurait réellement à gagner l'Iran, sachant que les sanctions internationales ont été rétablies sur des décisions des Européens le 28 septembre dernier. D'abord, en termes, il y a toujours une histoire d'image. D'ailleurs, la France parle maintenant d'otage d'État, ça c'est depuis janvier dernier. Et c'est une expression qui n'a aucun fondement juridique et qui a été utilisée par la France dans le but, finalement, de dégrader l'image de l'Iran. On pense à Paris que Téhéran est sensible à cette question. L'Iran, en libérant Cécile Kohler et Jacques Paris, pourrait dire, voilà, nous sommes magnanimes, nous faisons preuve d'humanité, ce genre de choses. Et puis, il y a toujours sur la table des demandes très concrètes de Téhéran. C'est ce que m'expliquait une diplomate au printemps dernier qui avait à faire. Elle disait, il demande des choses très précises dans des domaines très variables, très différents. Bon, sans plus, évidemment, épiloguer sur la question. Donc, ces affaires de négociation, de libération d'otages restent souvent derrière le rideau. On ne connaît jamais la nature des choses échangées. C'est bien normal. Mais pas plus tard que samedi dernier, Patricia Lémonière, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, disait ne voir aucune raison de reprendre les négociations avec les Européens. Or, c'était Paris, Londres et Berlin qui, la veille, s'étaient dit dans un communiqué déterminés à relancer ces négociations après avoir précisément, via le mécanisme du snapback, remis en place les sanctions. C'est l'Europe qui est demandeuse aujourd'hui ? Mais l'Europe, si vous voulez, elle suit la course logique. On a rétabli le snapback. Il y a la menace que l'Iran pourrait sortir du traité de non-prolifération. Donc, on a tout intérêt on a un deadline, la fin du JCPOA. C'est à l'accord de 2015 sur le l'accord de 2015. Donc, on a tout intérêt à maintenir effectivement une voie de communication avec l'Iran sur cette question du nucléaire. Les Iraniens n'en veulent plus. Ils disent très précisément vous ne tenez pas parole, vous avez été durs, vous êtes ceux qui ont rétabli le snapback. Vous avez laissé les Américains d'abord rétablir les sanctions. Alors, ils sont alors là, ils sont carrément de mauvaise foi, mais ils sont aussi les champions de mauvaise foi, parce que il faut quand même savoir que les Américains brandissaient vis-à-vis des Européens, et ça, les Iraniens le savent très bien. Sanctions secondaires. Les sanctions secondaires, c'est-à-dire que si on vend, mettons une petite machine où il y a une toute petite puce américaine dedans, ou même un boulon américain, iranien, vous voulez dire. Un boulon américain. Oui. Non, si on vend aux Iraniens une petite machine avec un boulon américain. Les Américains peuvent nous sanctionner et les sanctions américaines, même pour le petit boulon, peuvent se monter à des millions. Ouais. Donc, c'était le blocus de fait de l'Iran. Donc finalement, on a suivi les sanctions américaines et ça, les Iraniens le savent très bien. Donc ils sont de mauvaise foi quand ils nous accusent d'avoir suivi effectivement les Américains. On n'avait pas beaucoup de choix. Là, si vous voulez, ce que je pense, ce que veulent les Iraniens, c'est une discussion directe. Ils ont compris, c'est la discussion directe avec Donald Trump. Donc pour eux, les Européens, c'est secondaire, c'est sans intérêt.
ils veulent le rapport direct avec Donald Trump et ils vont l'avoir parce qu'il y a déjà eu 5 négociations secrètes, pas secrètes, de négociations entre l'Iran et les Américains déjà. Hein, et la cérémonie d'hier à Sharm el-Sheikh, vous l'a rappelé, aujourd'hui c'est Donald Trump qui impose l'ordre international dans cette région du monde. Et il l'a dit hier, Donald Trump, l'Iran est fatigué, l'Iran veut la paix, le régime veut survivre, a-t-il expliqué, il a dit, en mandatant en direct devant la Knesset Steve Witkoff pour aller négocier avec les Iraniens. Mais il lui a dit d'abord, occupe-toi de la Russie. Donc c'est pas forcément pour tout de suite. Ce que voudraient les Européens, avant même d'entrer dans un vrai processus de négociation sur les capacités nucléaires de l'Iran, c'est obtenir le retour des inspecteurs de l'AIEA parce que aucune expertise externe n'a été faite sur les dommages occasionnés par les frappes israéliennes et surtout américaines sur les infrastructures nucléaires iraniennes. Et les Européens veulent aussi, comme préalable, savoir ce qu'il était devenu des 400 kilos d'uranium enrichi qui ont disparu dans la nature à l'occasion de la guerre des 12 jours. Ça, ce sont les 2 points sur lesquels les Européens insistent pour le moment. Et on est loin, effectivement, du cœur de la négociation. La question du zéro enrichissement qui a été brandie par les Américains, sur lesquels Paris s'est aligné, qui pourrait, là, trouver sans doute... Les Américains sont ouverts là-dessus. Oui, il y a semble-t-il, une ouverture là-dessus. Mais bon, pour l'instant, effectivement, c'est Donald Trump qui s'érige en maître du monde. Et il faut bien le dire que sur le Proche-Orient, il a réussi quelque chose avec le cessez-le-feu à Gaza. Et les Iraniens l'ont bien compris. Oui, ils l'ont compris à leurs dépens lorsqu'il est allé bombarder leur site nucléaire. Exactement, ils l'ont bien compris. Jusqu'où, d'après vous, et on en finira là peut-être, Donald Trump peut-il soit tordre le bras des Iraniens ou bien au contraire les amadouer pour obtenir des concessions? Jusqu'à quel point, d'après vous, Patricia Lémonière? Parce qu'ils ont l'air quand même déterminés à garder leur capacité nucléaire. Je crois un point sur lequel les Iraniens sont intraitables, c'est l'enrichissement. Ils veulent maintenir un niveau d'enrichissement. Alors après, ça se négocie. 3,5, c'est ce qu'on leur avait autorisé plus ou moins avant. Ils veulent au moins maintenir ça, et puis leur capacité aussi militaire de missiles. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais sur l'enrichissement, le guide, là-dessus, il ne bougera pas. Et donc, Trump, lui, par contre, il a évolué. Il a dit oui, il a dit non, il a redit oui. Je pense qu'il serait tellement content de serrer la main du guide qu'il peut peut-être, pour ce grand plaisir jubilatoire d'aller à Téhéran, peut-être faire des concessions. Mais Donald Trump lui-même ne peut pas obtenir la levée des sanctions de l'ONU qui ont été remises en place dans le cadre du snapback. Donald Trump se moque de l'ONU. Mais les Iraniens, eux, ne se moquent pas de ces sanctions. Il pourrait aller jusqu'à mettre en place, Anne Corpet, un traité plus favorable à l'Iran que celui dont il est lui-même sorti, Donald Trump. Tout à fait, mais en incluant des mesures sur, par exemple, les proxies, ce qui n'était pas dans le premier accord. Et ce sera facile pour Téhéran de dire oui, on ne soutient plus de manière active le Hamas ou le Hezbollah, puisque déjà, ils sont des mouvements qui sont considérablement affaiblis par la guerre menée par Israël. Mais de toute façon, la France rappelle régulièrement que c'est sous la pression des sanctions onusiennes que les Iraniens sont finalement venus à la table des négociations pour aboutir au JCPOA en 2015. On en vient à présent à ce conflit de légitimité à Madagascar où rien n'est simple. Le président Andry Rajoelina, dont on ignore toujours où il se trouve, sinon à l'étranger, a signé un décret pour dissoudre l'Assemblée nationale dont les députés venaient de voter sa destitution. Sauf qu'à Tanan arrive la capitale, l'unité militaire Capsat, celle-là même qui avait permis l'accession au pouvoir d'Andry Rajoelina par un coup d'État en 2009, avant ces derniers jours de se rallier aux manifestants. Eh bien, cette unité militaire, elle assure avoir pris le pouvoir. Les explications en images de Ludovic de Foucault. Crise politique, marasme institutionnel et peut-être même coup d'État à Madagascar. Le président qui a fui le pays a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, mais celle-ci a voté pour destituer Andry Rajoelina. Le président de la Chambre réunie en session extraordinaire prononce ici la destitution définitive du président en raison de ses incompatibilités manifestes et de ses conflits d'intérêts de nature à porter atteinte à la dignité de la nation et à l'unité nationale.
Dans la rue, l'ambiance est à la fête. Depuis le 25 septembre, le pays est secoué par des manifestations réprimées contre les coupures d'eau et d'électricité. Le mouvement s'est mué en une contestation plus générale contre le pouvoir avec, comme mot d'ordre, des appels à la démission du chef de l'État. La foule exprime ici sa gratitude à l'égard d'une unité militaire, le CAPSAT, qui a rejoint le mouvement ce week-end. Un colonel a annoncé ce mardi prendre le pouvoir. C'est la même unité qui, en 2009, avait permis à l'actuel président de devenir chef de l'État. Ange Razoel a fui, disant craindre pour sa vie. Il est désormais dans un endroit sûr. Selon RFI, il a été exfiltré par un avion militaire français. La France est d'ailleurs elle-même ciblée par les manifestants qui refusent toute ingérence de l'ancienne puissance coloniale. Patricia, victoire de la Gen Z, comme on l'appelle, ou révolution de palais dans un pays habitué au putsch? J'ai envie de dire c'est un peu les deux. Vous me permettrez de ne pas trancher. Il y a deux choses qui se passent. Quand on voit l'Assemblée nationale voter la destitution, en fait, elle ne fait que suivre la rue et en se doutant que les militaires vont prendre le pouvoir parce qu'elle sait que les militaires vont prendre le pouvoir. C'est une tradition un peu ce qui se répète chaque fois dans ces circonstances-là. Mais ce qui est nouveau, c'est que cette Assemblée nationale incarne toute cette élite détestée ou critiquée, si vous voulez, par toute cette jeunesse, la génération Z, ultra connectée, qui sait tout ce qui se passe dans le monde, qui en a marre de cette vieille génération. Enfin, il y a un dégagisme générationnel très fort qui se voit au Maroc, qui se voit aussi au Népal. Enfin, il y a une espèce de mouvement de cette jeune génération qu'on voit aussi en Afrique, où si vous voulez, nos pays et l'élite avec laquelle nous communiquons souvent, n'a pas pris conscience de cette fracture générationnelle. Ils sont complètement différents de ce qu'étaient les anciens ou l'ancienne génération. Ils sont connectés, ils ont des désirs différents, ils n'en peuvent plus de la pauvreté. 80% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ils n'en peuvent plus de la corruption. Et c'est une aspiration de cette génération qui fonctionne comme un rouleau compresseur. La révolte a quand même fait 22 morts. Vous me direz qu'à Madagascar, il y a souvent eu des révoltes avec des lourds bilans. D'ailleurs, il y a eu la répression menée par les Français en 1947 au moment des soulèvements, très violente, des milliers de morts. Donc, c'est un peuple qui a l'habitude, qui descend dans la rue, un peu comme nous d'ailleurs, qui descend dans la rue très, très, très rapidement. Mais là, on est une génération qui est motivée et qui réclame son droit. Ses droits. Ouais. Quel rôle a pu jouer la France, Anne Corpès, sachant qu'Ange Razoel a la nationalité française? Oui, d'ailleurs, elle lui a été accordée par décret en 2014. C'était par le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. À l'époque, il se disait que c'était en échange du renoncement de Razoel au pouvoir. Il avait quitté le pouvoir en 2013. Il y était arrivé en 2009 par un coup d'État porté par cette même unité, le CAPSAT. Au-delà de ça, est-ce que sur la question de son exfiltration par un avion militaire, hier, Emmanuel Macron a été interrogé à ce sujet sur le tarmac à Sharm el-Cheikh. Il n'a pas confirmé, il n'a pas démenti non plus, mais il a fait une sorte de déclaration qui, pour la jeunesse malgache, était calquée, en fait, sur l'intervention du président conspué, à savoir respect de l'intégrité institutionnelle, mise en garde contre les ingérences étrangères, mise en garde par les récupérations de factions militaires. Et cette intervention a été très mal perçu. Il faut savoir que la France soutient Razoel depuis le début, malgré sa dérive autocratique, malgré les doutes qui ont présidé à sa dernière élection, et que les Malgaches dénoncent une forme de complaisance de la France vis-à-vis de ce pouvoir corrompu. Et il y a eu des histoires, par exemple, le Trésor français a financé en partie un prêt très important pour la construction du téléphérique de la capitale, et une partie de la population donc dénonce ce lien de la France. Et
c'est un peu maladroit, semble-t-il, de la part d'Emmanuel Macron d'être, en tout cas, de s'être exprimé de cette façon-là. À ce moment-là, ça risque de faire de la France d'entraîner un rejet beaucoup plus fort, parce que jusqu'à présent, ce rejet qu'on constate très fortement en Afrique de l'Ouest n'était pas trop marqué dans cette partie. En Afrique australe notamment. La France est regardée avec beaucoup de suspicion quand même à Madagascar. Il y a un passé tellement lourd et il y a beaucoup de gens qui demandent qu'on fasse des enquêtes sur ce qui s'est passé en 1947 et même avant, quand la colonisation s'est faite au début du XXe siècle. Ça a été très très lourd. Donc je crois que le travail n'a pas été fait côté français et il y a une vraie rancœur. Et effectivement, la génération Z joue là-dessus. Les militaires, moi je trouve qu'il y a une similitude malgré tout avec ce qui s'est passé dans les coups d'État qu'on a vus africains. Là, les militaires prennent le pouvoir, ils disent on rendra aux civils dans 18 mois, on laisse l'Assemblée nationale travailler, on dissout le Sénat parce qu'il y a beaucoup de corruption, en particulier le président du Sénat est conspué, etc. Donc, il faut voir. Il y a une similitude qui se fait. En ce moment, il y a des généraux partout. Vous voyez, un peu une épidémie. Et maintenant, le dernier territoire un peu avec lequel on avait encore des relations, maintenant, ça y est, c'est des militaires. La jeunesse est quand même très opposée à la France. Et il ne faut pas oublier que les Russes, pendant 10 ans, il y a une relation très forte avec la Russie de l'époque. Et donc, je pense que la Russie voit aussi ça avec un intérêt non dissimulé. Et pour alimenter les suspicions à l'égard de Paris, juste avant de quitter le territoire, le président malgache a gracié 2 ressortissants français qui étaient en prison. C'était l'objet d'un contentieux avec la France, d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup, Patricia Lemoine. Anne Corpet. C'est la fin d'On va plus loin. L'essentiel continue. On se retrouve dans un instant. On évoquera notamment l'élection présidentielle au Cameroun, où le leader de l'opposition revendique sa victoire démentie par le camp du président sortant Paul Biya, candidat à un 8e mandat. En soirée, faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter les grands événements de la journée. Retrouvez tous les soirs Claire Hilderbrand dans l'Actu 360 en direct sur France 24. Pas de solution de chauffage performante. Sans conduit de qualité. Vous regardez la météo avec Cheminée Poujoula. Du conduit à la sortie de toit pour plus de confort. Cheminée Poujoula, fabricant français depuis 1950. Faites place à la météo avec les fenêtres Tecnal.